Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Du coup, je m'appelle Zou, j'ai 27 ans, j'écris et j'écris un peu des choses très différentes. Je fais des chroniques littéraires et puis aussi j'écris un peu de romans. T'écris des romans. Euh, Chronique littéraire, c'est quoi une chronique littéraire? Alors, une chronique littéraire, c'est pas vraiment un retour sur une lecture dans le sens où je vais pas parler des livres pour parler un petit peu juste des personnages ou te décrire un peu l'œuvre ou voilà, enfin, c'est beaucoup plus tranché. Enfin, j'essaye toujours d'apporter une vision très personnelle, que ce soit en y mettant un peu de ma vie perso ou en développant complètement sur quelque chose qui est complètement à côté du livre, parce que sur le moment, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et du coup, voilà, j'écris des choses enfin, qui se mêlent un peu à un exercice poétique, on va dire. C'est un retour sur des livres de manière très poétique. Du coup, c'est pas du journalisme. C'est pas vraiment du journalisme, enfin, j'ai du mal un peu à le mettre dans une catégorie très précise. Enfin, mais oui, ça frôle un petit peu le journalisme, en même temps une écriture un peu plus dans la prose, enfin, ça s'appelle, enfin, voilà quoi. C'est un vrai exercice, en vérité. Bah écoute, ouais, c'est plutôt un exercice, enfin, c'est venu un petit peu comme ça, enfin, j'ai pas trop réfléchi les choses, enfin, euh, pour moi c'était juste mon compte Instagram à la base. Du Ouais, coup, ça commence sur Instagram? ouais, ça a commencé sur Instagram, enfin, à la base c'était vraiment... enfin, j'ai créé un compte qui s'appelle La Wesh Littéraire, du coup, clairement, l'objectif c'était pas d'être très premier degré. Ouais. Mais au final, enfin, maintenant j'ai un peu d'engouement envers ça. Enfin, je me suis un peu habituée à ce petit moment où je fais un retour sur un livre, etc. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire plein de choses. Enfin, voilà. Mais c'est venu naturellement, cette envie de chroniquer ou de commenter, du coup, les livres? Ben écoute, c'était surtout au moment du confinement où en fait j'avais plein de projets qui sont tombés à l'eau. Et j'étais là dans ma chambre. Enfin, d'un côté, j'écrivais. Enfin, j'étais en train de finir un roman. Et à un moment, ben, j'ai voulu procrastiner. Et mon compte Instagram était parfait pour procrastiner. Voilà, ça a commencé un peu comme ça. T'appelles ça de la procrastination? Le fait de chroniquer? C'est un exercice quand même, enfin, c'est du travail. Ouais, mais ça, c'est tout l'intérêt de la procrastination. Enfin, ça arrive à te convaincre, tu vois, que même faire un autre truc, même si c'est 10 000 fois plus compliqué, pour ton esprit, c'est 10 000 fois plus simple parce que c'est pas ce que t'es censé faire, tu vois. Ok, je vois. Ok, je vois. Et du coup, t'écris des romans. Ouais. T'écris que des romans. Non, pas vraiment. Enfin, plutôt dû dire de la prose parce que pour le moment, j'ai surtout publié des nouvelles. Et là, je viens de finir un roman. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Comment tu te différencies, toi? Parce que tu me dis que t'écris de la prose, et tu justifies ça en disant que t'as écrit des nouvelles et t'écris des romans. C'est quoi la différence que tu fais entre ça? La prose et l'écriture romanesque? Ben écoute, pour moi, enfin, c'est pas, c'est pas forcément, enfin pour moi c'est un petit peu la même chose, c'est juste plutôt ce qui a été plutôt compliqué pour moi, c'était de passer du format court au format long. Hmm. Et c'était plutôt là que j'ai senti qu'il y a eu un petit basculement pour moi, enfin dans l'écriture quoi. C'est drôle que tu me dis ça parce que dans le podcast précédent avec Nola Chéri, qui est une Mm, de tes amies, je crois, ouais, je lui parlais du fait que j'avais beaucoup d'admiration pour les auteurs de chansons et les poètes parce que je trouvais ça fort en si peu de temps, en si peu de mots, véhiculer des idées, tu vois. Et je oui, lui disais que nous, les autres auteurs, tu vois, moi j'écris plus de théâtre, mais d'accord. j'écris aussi des nouvelles Ouais. et des textes courts. J'ai quand même plus de temps et plus de place pour développer des idées et faire passer mes messages. Alors que là, dans une chanson,
même dans un poème, c'est très court, tu vois. Oui, T'as une phrase, une ligne. En plus, elle doit parfois rimer, elle doit parfois être percutante. Enfin, des contraintes qui s'appliquent. Et elle me disait que non, parce qu'elle écrit aussi à côté. oui. Et elle me disait que non, elle trouve que c'est pareil. Et je lui disais, moi, c'est un truc que je me refuse de faire parce que je trouve que c'est un exercice qui est difficile, tu vois. Bah, contrairement à toi, je trouve le format long beaucoup plus difficile, quoi. Parce il faut tenir un rythme, il faut tenir un ton, enfin, tu vois, enfin, faut avoir un rapport très panoramique à tout ce que tu fais. Et du coup, t'as un peu peur de perdre en intensité, de perdre Hmm, quelque chose, tu vois. ouais, ouais, Ou, je comprends. ou qu'il y ait une cassure à un moment, enfin, tu vois, que tu changes de ton, enfin, Que tu perds ton rythme ouais, dans la phrase, ouais. ouais. Et que tu perdes l'autre aussi, enfin, je pense. Ouais, C'est surtout ça. ça c'est le plus dur. Ouais, Ça c'est le plus dur. C'est vrai parce que moi je suis passé du théâtre. J'ai souvent dit ici que pour moi ça m'était facile le théâtre parce que je crois que j'ai un peu d'appétence pour les dialogues ouais. et que c'est que des dialogues le théâtre, quasiment. Mm. Et que du coup, ce rythme-là, moi il était facile de l'insuffler dans les dialogues et de Ouais, voir et de sentir vraiment quand c'est moins rythmé, que les échanges sont gratuits dans le sens où ils servent à rien, tu vois. Tu vois vite dans une discussion que ça sert à rien. oui. Et dans le théâtre, tu peux pas bavarder. Bavarder, c'est-à-dire parler pour rien, tu vois. Mm. Un peu comme on le fait là, dans le sens où, dans cet exercice-là, par exemple, le podcast, euh, quel que soit le temps que ça dure, ça doit servir. Et il faut très peu bavarder, sinon tu perds les gens, comme tu le dis. Et du coup, dans le dialogue, c'est plus facile, je trouve, à faire. Alors que dans le roman, c'est vrai. Mm. Tu sais, je pense que c'est bien aussi, des fois, un tout petit peu de bavardage. Tu vois, ça permet une petite respiration à ce que tu écris. Enfin, j'ai tendance à le croire. Enfin, des fois, j'écris des choses où j'y vois pas forcément une utilité. Et je me dis, c'est peut-être aussi un moment pour le lecteur de, tu vois, de redescendre. Si juste avant, tu lui as fait vivre, tu vois, des émotions très intenses, d'avoir juste une petite respiration entre deux moments, tu vois. Mais il y a quand même, ça doit quand même être réfléchi parce que tu peux vouloir le faire respirer et redescendre un peu. Ouais. Mais si, à cause de ça, tu le perds, justement, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais bizarrement, j'ai totalement conscience de ça, tu vois. Enfin, je sais que chaque ligne, chaque mot, tu vois, genre, c'est sur ça que ce soit toi ou moi, tu vois, c'est sur ça qu'on bute. Enfin, c'est Hmm. vraiment le petit diamant que tu essayes de façonner parfaitement, etc. Mais je me dis que de temps en temps, juste une petite touche un peu d'imperfection, tu vois, où tu te perds un peu, et très vite que tu reviennes vers ce que tu voulais faire, ça peut créer quelque chose de très poétique et à la fois d'authentique. Enfin, je sais pas si. Ouais, ouais, je comprends. Moi, ma crainte la plus suprême, surtout depuis que je lis beaucoup, Ok. c'est d'être d'être trop écrasé par ces bagages-là. Tu vois, tout Ouais. à l'heure, avant qu'on commence, on parlait un peu de Camus, je disais que c'était mon auteur préféré, surtout par rapport au fait que il a ce truc d'assez universel dans ses romans, tu vois, Mm. où le style est assez simpliste. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, ce qui est paradoxal avec Camus, dans la tête des gens, c'est que c'est tellement l'auteur, le grand auteur français du XXe siècle, que les gens pensent que c'est inaccessible, tu vois. Les gens pensent que c'est Chateaubriand ou Victor Hugo. Alors que dans le style, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ouais. Le truc, c'est que il y a un moment donné, quand je me suis intéressé à Camus profondément, parce que j'ai commencé à écrire avant de lire, Mm. vraiment, tu vois. Et quand j'ai commencé à lire beaucoup et que j'ai compris que Camus était mon auteur préféré, et que ce style-là me plaisait beaucoup, euh, il y a un moment, il y a une réflexion qui m'est venue qui est, est-ce qu'à force de trop vouloir coller à ce style, pas parce que tu veux le copier, juste parce que c'est un style qui t'intéresse et c'est ça peut-être qui te parle le plus, tu vas pas le copier, tu vois. Et tu vas Mm. pas... Et de toute façon, le pire, c'est que c'est de façon inconsciente. Je me dis pas, je vais copier Camus. C'est juste que j'ai lu 5 romans de Camus et quand moi je passe à ma page, ben, dans les tournures, j'essaye un peu d'imiter ce truc. Tu vois, c'est ça qui me Ouais. fait peur, moi, avec le bagage qu'on peut emmagasiner, de toute façon. Alors, justement, enfin, du coup, je vais revenir vers l'enfant qui écrit. Enfin, le caprice d'enfant plutôt. Moi aussi, avec mon auteur préféré, Qui est? Kateb Yassine. Qui? Kateb Yassine. Ok, je connais pas.
Bah justement, il aimait pas trop Camus. Il était pas très fan, mais on en parlera après. Mais Katabi Yassine, du coup, un jour, j'ai juste écrit une nouvelle et j'avais décidé de le plagier de Ah ouais? manière totalement consciente, assumée et dite au lecteur, tu vois. Et, mais en même temps, tu vois, d'imaginer une autre réalité que ces romans. Enfin, j'ai vraiment pris son roman Nejma et je suis allée plus loin, tu vois, où lui, il était beaucoup sur une symbolique, des choses comme ça. Je l'ai transformé en nouvelle fantastique, alors que lui, c'est quand même du réalisme, tu vois, c'est quand même un peu onirique, etc. Et moi, j'ai pris toutes ces références oniriques pour en faire une nouvelle fantastique et essayer de le c'est pas vraiment du plagiat, mais de dire vas-y, je vais assumer, je vais faire un pastiche en fait, tu vois, Mhm. et d'aller au fond des choses. Et ça m'a énormément libérée, tu vois, parce qu'en fait, son œuvre, elle était. C'est pas que j'avais peur d'écrire comme lui, parce que clairement, ce sera pas forcément le cas, tu vois. Ouais. Euh, mais plutôt, c'était plutôt que ces formes-là, tu vois, me restaient en tête, que j'avais l'impression que c'était inatteignable, que c'était génial, enfin, qu'on pouvait plus rien écrire après Mhm. ça, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans un exercice de style et je vais emmener le délire le plus loin possible, tu vois, Pour exorciser un peu, en fait. pour exorciser les choses. Et je trouve que cet exercice, il est génial. Et franchement, genre, si j'avais un conseil à toutes les personnes qui écrivent ou qui créent en général, enfin, même dans la musique, tu vois, ou des fois, t'as un artiste, un auteur, peu importe, qui te trotte dans la tête, bah en fait, l'exercice de style, tu vois, d'essayer de refaire exactement la même chose, il peut t'apporter un truc, tu vois, où après tu te dis, c'est bon, j'en ai fini avec cet auteur, je peux passer à autre chose, tu vois. Ouais, je vois. À quel moment tu parles de toi? Est-ce que tu parles de toi dans ton œuvre? Et quand je dis œuvre, je parle au sens général, hein. Oui, c'est toujours le personnage un peu perché, tu vois. Ah, Le personnage qui est un peu de côté. Là, j'ai un petit personnage, il parle que de papillons. Enfin, tous les autres personnages sont très normaux. Ils ont des vies très normales, des propos normaux, et lui, il a une vraie obsession pour les papillons. Du coup, j'essaie toujours de mettre un petit personnage dans ce que j'écris, qui est absolument pas, tu vois, au cœur de l'intrigue. Et là, c'est moi, tu vois, parce que c'est aussi comme ça que je vois la littérature. J'ai l'impression d'observer mes personnages et de les voir vivre. Et je me suis dit, mais t'as besoin de le montrer ça dans ton œuvre, que tu observes tes personnages en mettant un personnage qui observe les autres? oui, parce qu'il est chelou, parce qu'il est bizarre, parce qu'il a rien à dire. Enfin, il se balade, quoi. Enfin, il n'apporte rien à l'intrigue. Et c'est vraiment comme ça que. Enfin, après, moi, je t'ai dit, enfin, j'ai une idée, je vais aller jusqu'au bout. Enfin, je vais pas me Mhm. demander est-ce que c'est valide ou pas. L'essentiel, c'est que Mhm. toi, tu rigoles un peu, enfin, que tu. Voilà, enfin. Je te demande ça parce que il y a un truc qui dit, et moi aussi je le dis parfois, tu vois, moi qui écris pas du tout sur moi, je me dis qu'il y a toujours un peu de nous dans les persos. Dans notre écriture, il y a toujours un peu de nous. Moi, je sais sur quelle phrase c'est moi dans un de mes textes, je sais sur quel trait de caractère d'un personnage c'est moi, tu vois, Oui. mais c'est vraiment distillé comme ça, par gouttelettes, un peu partout, tu vois. Euh, et je me demande, est-ce que parfois, quand on choisit des sujets plus sociétaux, pardon, quand parfois on, on- on a des gens sur lesquels écrire, comme toi, tes amis, tu vois, est-ce qu'on peut se dire, bah, à ce moment-là, j'ai assez de matière pour ne pas du tout écrire et parler de moi? Ou est-ce qu'en tant qu'auteur, dans tous les cas, on le fait même inconsciemment et on met un peu de nous partout? Bah écoute, on met de nous partout, c'est sûr, mais c'est peut-être dans le regard qu'on a sur les personnages. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Parce que des fois, que tu le veuilles ou pas, même quand t'écris pas sur toi, tu vois, que tu t'inspires de quelqu'un, ce n'est que ta vision, Hmm. tu vois. Ce n'est que ta vision, et je pense que cette vision, plutôt que d'essayer de rester fidèle à ton personnage, je pense que non, mais pas du tout. Enfin, soit totalement subjectif dans ton écriture. Enfin, il faut que. Je pense que s'il y a une dose d'autobiographie, enfin, elle est partout en fait, et elle doit être partout. Et plus tu vas aller vers quelque chose qui s'éloigne de la réalité, et plus là tu te rapproches d'une vision un peu plus singulière et plus intéressante. Et là, tu peux apporter quelque chose au lecteur. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que il y a pas enfin, même quand il y a de l'autobiographie, c'est parce que j'en ai besoin pour des raisons techniques, Hmm. tu vois. Hmm. Parce que là, voilà, enfin, il faut C'est jamais que. gratuit en vérité. Non, c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit, ouais. Grave. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi que tu as dit juste avant et qui est pour moi important à dire aux gens.
Parce qu'en plus, je parlais de ça il y a pas longtemps avec un de mes amis et auteur aussi, l'écrivain. Euh, je lui disais que j'avais trouvé une infographie sur, je sais pas, ils avaient pris une dizaine ou une quinzaine de grands auteurs et de grandes œuvres. Et l'infographie, en fait, elle mettait les temps que les écrivains avaient aimé écrire ces œuvres-là. Et ça parlait de Hugo à James Ellroy, tu vois, vraiment des grosses œuvres. Et tu vois qu'il n'y a pas de règle, en fait. L'infographie, elle disait deux choses. Elle disait le temps que les écrivains avaient mis à écrire ces œuvres et le temps qu'ils passaient à travailler, comment ils travaillaient. Du coup, tu voyais qu'il y en a qui travaillaient que la nuit, il y en a qui travaillaient que le matin, il y en a qui travaillaient 3 heures la nuit ou 5 heures la nuit, d'autres 3 heures le matin, Oui. tu vois. Et en fait, juste ça prouve qu'il n'y a pas de règle. Et tu vois, je sais plus c'était quel livre, il faudrait que je la Je pense retrouve. qu'il y a des règles individuelles. Ouais, Ouais. individuel, je veux dire. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas de règle générale, pardon. T'as Non, raison de me pas... corriger. Ouais. Il n'y a pas de règle générale, tu vois. Ce qui m'avait surpris, même moi, à ce moment-là, quand j'avais vu cette infographie, c'est qu'il y avait une des grosses œuvres, je sais plus c'était laquelle. Il faudrait que je retrouve pour poster sur Instagram, mais qui avait été écrit en 10 ans. L'auteur avait mis 10 ans à l'écrire. Mm. Ça prouve qu'il n'y a pas de règle. Il y a ses propres règles. S'il avait besoin de Ouais. ces 10 ans-là, il se les a accordés. Du coup, accordez-vous le temps dont vous avez besoin, vous, tu vois. Après, je pense que j'ai un malaise avec... parce que je crois avoir vu le post, tu vois, enfin, il y avait même un dessin, genre, qui dort quand, Ouais, tu un vois, truc comme ça, ouais. un truc comme ça. Mais j'ai quand même un malaise avec ce type d'information. Parce que il y a quand même le culte de l'œuvre finie. Enfin, tu vois. Enfin, on parle des ouvrages que Hugo a finis et Hmm, que Balzac a fini, mais pas évidemment. forcément de ceux qui n'ont pas fini, Ouais. tu vois. Hmm, hmm. Et moi, j'ai l'impression que le travail, il a de la valeur, bien sûr, tu vois, une œuvre finie a de la valeur aussi. Mais je suis pas certaine qu'on puisse quantifier le travail comme ça, tu vois, on parlait aussi de bagage littéraire. Hmm. Du coup, pour moi, j'ai commencé à écrire au moment où j'ai commencé à lire, tu vois. Oui, Enfin, évidemment. tu vois, Ouais, enfin, ouais. genre dans le sens où, Mais je suis d'accord. où je trouve que c'est quand même des postes qui mettent un peu une sorte de pression, encore une fois avec des grands noms. Et en fait, après ça, c'est très personnel ce que je dis, hein. C'est vraiment très très personnel, où je me dis, il faut surtout se rappeler de, est-ce que tu aimes écrire en fait? Et est-ce que tu kiffes ce moment-là, tu vois? Et comment faire pour trouver ce moment-là? Je pense que je regrette juste que en ce moment, enfin, entre auteurs, tu vois, t'as quand même une bulle de discussion où on parle beaucoup de combien de mots t'as écrit, combien de trucs t'as fini, et de s'intéresser au processus créatif des autres auteurs, mais pas toujours avec quelque chose de positif pour soi, Hmm, parce que hmm. ça peut te créer une forme de pression. Ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux Ouais, dire? totalement. Mais tu vois, je voulais revenir aussi, parce que j'avais pas terminé, mais je voulais revenir aussi sur ce truc que tu avais dit, sur les moments de non-écriture qui sont de l'écriture aussi. Oui, Tous les moments de réflexion. Et ça, je pense plus, pas aux auteurs, mais aux gens qui sont à côté des auteurs. Et qui vont te mettre, eux, la pression, qui est leur pression de leur société, parce qu'ils vivent comme ça, tu vois. Mais là, ça fait 6 mois, t'as rien fait. Tu fais quoi? Et moi, je dis aux gens, j'ai besoin de ces temps-là, en fait. ouais, Tu vois, j'ai besoin de ces temps de pas écrire, de lire, de vivre, ouais. de d'écrire dans ma tête, de poser des bouts de phrases à gauche à droite, tu vois. C'est aussi important ces temps-là. Et en vrai, on devrait compter, comme tu dis, on devrait compter tout ça en temps d'écriture en réalité. Ouais, parce qu'il faut se nourrir aussi pour produire, Mm, mm. enfin, forcément, enfin. Forcément, ouais. Mais il y a quand même des attentes parce qu'on vit quand même dans une société qui est un peu compliquée. Encore plus quand tu es dans la création. Enfin, déjà que T'es t'es en pas dans marge. les clous, Ouais, t'es en marge. autant être productif. Ouais, bah, Enfin, on attend de voir un peu l'œuvre. ouais, Du ouais. coup, je pense que ça c'est vraiment le défi de toutes les personnes qui sont dans la création en ce moment. Ouais. C'est de... Mais tu vois, moi, cette infographie-là, je l'ai perçue. Peut-être que c'est moi, je suis peut-être plus positif et je me mets moins de pression, tu vois. Mais je l'ai perçu plus comme. Tu vois, moi, parce que je crois que l'auteur qui écrivait le plus dans l'infographie, c'était Hugo en plus. Je crois qu'il écrivait tous les jours, Ouais, des heures et des heures, tu vois. Et c'est pas ça qui m'intéressait, moi. C'est tous ceux qui ont écrit qui ont écrit un livre en 10 ans, ouais. qui ont eu des longues pauses qui ont écrit des livres en 2 3 ans parce que pendant 8 mois ils écrivaient pas, ils écrivaient d'autres choses, tu vois. C'est ça qui m'intéressait parce que je me suis dit en vrai, peut-être qu'ils vivaient à ces moments-là, qu'ils avaient besoin d'autres choses, que s'ils n'avaient pas fait ces coupures-là, les œuvres seraient pas celles qu'elles sont, tu vois. Peut-être qu'ils auraient même pas terminé. Et pour revenir sur le fait que faut aussi parler des œuvres qui sont pas terminées, c'est intéressant parce que la prochaine pièce dans laquelle je vais jouer,
qui est une pièce du XXe siècle, qui s'appelle Wojciech. C'est une œuvre, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur qui est mort avant de la terminer. Mais c'est devenu un classique quand même. Ouais. Parce que les gens retrouvent... Et tu vois, ce truc, dans la version que moi j'ai de l'édition que moi j'ai de cette pièce, en fait, c'est une œuvre qui a été retrouvée. On sait qu'elle n'est pas terminée, mais il y a quand même une forme de fin. Et on a retrouvé des feuillets. Du coup, tous les gens qui ont voulu reprendre cette pièce-là, ils l'agencent un peu comme ils veulent. Mhm. Tu vois? Et du coup, si toi, en tant que metteur en scène, tu veux la reprendre, tu choisis ton édition du metteur en scène qui l'a repris avant toi, et tu vois comment elle a agencé, tu choisis ton agencement, tu vois? Ouais. Et moi, dans l'édition que j'ai, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a la manière dont tu as agencé un metteur en scène. À côté de ça, il y a le texte original, avec tous les feuillets, Mhm. et il y a 3 versions de la pièce, selon comment tu agences les feuillets. Et dans ces versions-là, tu as le texte qui est dans le livre, tu vois, t'as le texte rayé avec en didascalie les, les doutes qu'on a. Peut-être il a voulu dire ce mot-là à la place. Oui. Tu vois, il a enlevé sur la version originale, sur le feuillet, il avait marqué ce mot-là, du coup on l'a rayé parce qu'en fait il a mis ce mot-là, tu vois. Et là, on est vraiment pleinement dans ce que tu es en train de dire, tu vois. Là, c'est une œuvre qui en plus, c'est devenu un classique. Tu vois, et même moi, je cherche à comprendre comment c'est possible, tu vois, mais Bah justement, c'est qu'on n'arrive tellement pas à l'interpréter, à imaginer une fin que... Enfin voilà, c'est toujours les heures qui divisent, hein. C'est ça ouais, les classiques, c'est... tellement. Et Ouais. c'est hyper intéressant parce que du coup, quand. Tu vois, moi là-bas, j'ai lu la première version, la version avec laquelle je vais jouer, tu vois. Et quand en perspective, tu lis le reste, tu te dis, ah, c'est hyper intéressant. Et tu te dis aussi, ah, peut-être que moi, j'aurais préféré cette version-là au final. Tu vois, et peut-être que moi, j'aurais mis ce bout-là là. Et tu vois, et en plus, c'est fou, c'est que du coup, tu peux lire 3 pièces différentes pour la même pièce, avec la même issue, grosso modo, mais c'est quand même 3 pièces, tu vois. Et les 3 peuvent te plaire. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce type d'œuvre, tu vois. Oui. Mais je pense que de toute façon, quelle que soit l'œuvre, même finie, elle a des 10 000 fins en vrai, pour chaque lecteur. Fin... Et du coup, quel que soit ce que tu choisis, il ne s'agit pas de la bonne ou la mauvaise fin, mais est-ce que tu as été fidèle à toutes ces possibilités-là, tu vois? Ouais, C'est plutôt ça. c'est grave beau ça. Mm. Bah, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. ok. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Un objet favori? Ouais, Mes boucles d'oreilles? tes boucles d'oreilles. Ouais. Pourquoi? J'aime bien les créoles et les cercles, ça me rassure. Ok, ok, tes boucles d'oreilles. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Nejma Katbiassine. Ok. C'est un livre, ça, Nejma, Ouais. ça? Ok. Ouais. Allez, checker. Et la troisième, c'est selon toi, quelle qualité devrait avoir un créatif? La joie. Pourquoi? Bah, je pense que sans la joie, on peut pas être fidèle à sa créativité. Parce que ça demande quand même une certaine insouciance pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Et je pense que la joie, c'est un sentiment extrêmement fort et très sous-évalué. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. C'était un bon moment. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes chroniques, Yes. qu'on voit ce que t'écris. En plus, tu fais des recommandations et tout, c'est trop cool. Allez voir son Instagram. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte. Et abonnez-vous à lui aussi. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.